puisque j'ai le côté juridique, où là, pour une fois, quand c'est moi qui réponds, vous êtes sûr que ce n'est pas une bêtise, puisque je suis avocat dans ce domaine. Contrairement à beaucoup de gens qui ont une vague idée, qui postent tout et n'importe quoi, c'est une catastrophe. Et assez fréquemment, pour les conciergeries particulièrement, elles peuvent se voir convoquées notamment par la DGCCRF sur les questions d'agents immobiliers. Est-ce qu'on est un peu sous-équipé finalement sur notre arme juridique, etc. Est-ce que c'est des choses... Totalement, totalement, c'est une évidence. Hein. Il faut que les gens comprennent qu'ils nous écoutent, et j'invite les conciergeries qui sont des entrepreneurs, hein, vous devez avoir une mentalité d'entrepreneur, vous devez bien comprendre que l'État n'a pas d'argent, il a 0 €, il n'a que l'argent du contribuable. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment aider les gens à s'élever, à gagner de l'argent, à améliorer leurs conditions. À 25 ans, il était drogué, il a failli mourir étouffé dans son vomi. Et à plus de 60 ans, il a un fonds d'investissement de 4 milliards $. Salut les conciergeries Airbnb, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau talk show Conciergerie de rêve avec comme toujours des invités de marque. Aujourd'hui, je suis avec Maître Dimitri Boujard, qui est donc avocat et qui va nous parler de sujets qui sont très dans la tendance en ce moment. On parle d'actualité réglementaire, bref. Pour démarrer déjà, je laisserai aussi Dimitri se présenter. Salut Dimitri. Bonjour, merci beaucoup pour ton invitation. Mais écoute, on est ravis de te retrouver aujourd'hui dans ce talk où on va effectivement parler de la partie plutôt réglementaire, le droit et une partie peut-être, si on a le temps, la partie contractuelle aussi, parce qu'on sait que pour les conciergeries, tout ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Peut-être avant de démarrer dans ce sujet-là, est-ce que on pourrait déjà mieux comprendre qui tu es, quel est un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé à l'investissement immobilier et la location courte durée finalement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire finalement? Bien sûr, avec plaisir. C'est toujours dangereux de demander à un avocat de parler de lui, hein, parce que par nature, nous sommes bavards, mais bon. Alors, j'ai 3 casquettes. Je suis tout d'abord avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995 j'accompagne les investisseurs à gagner du temps et de l'argent avec leurs investissements immobiliers d'un point de vue réglementaire, juridique et fiscal en fait. D'accord? Donc ça, c'est la casquette vraiment avocat pur. C'est une vocation chez moi. J'ai toujours été avocat. Je viens pas d'une autre profession. Et deuxième casquette, je suis également investisseur immobilier et ce depuis 25 ans. J'ai acheté mon premier bien en 2000. J'ai fait de la location nue, de la location meublée. J'ai acheté en société, j'ai acheté en nom propre et je fais également de la location courte durée, mais justement en passant par l'intermédiaire de sociétés de conciergerie, puisque je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Il se trouve que la troisième casquette est la casquette un petit peu réseaux sociaux et au-delà de ça, tout simplement chef d'entreprise, puisque depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours souhaité être chef d'entreprise. J'ai eu plusieurs tentatives de création de société quand j'étais jeune, débutant, juriste, etc., avec des choses plus ou moins farfelues. Mais en réalité, ce n'est que ces dernières années que j'ai trouvé le vrai bon business model et j'ai été attiré par la formation en ligne, ce qui m'a amené à créer notamment un podcast payant pour investisseurs immobiliers, concierges, sous-loueurs et pros de l'immobilier, dont je reparlerai un petit peu. D'accord ? Du coup, gravitant sur les réseaux sociaux, j'ai fait la connaissance de nombreux acteurs de l'immobilier et notamment des formateurs qui vendent des formations sur la conciergerie. Et je suis dans des groupes Facebook comme le tien d'ailleurs, où de temps en temps, lorsque je vois qu'il y a des petites choses sur lesquelles je peux répondre en quelques secondes, parce que je ne passe pas 10 minutes à rédiger des réponses, sinon ça serait beaucoup trop long. Évidemment, je suis dans peut-être 10 ou 20 groupes et j'ai mon propre groupe Facebook également, Jurissimo Invest. Donc, lorsque je vois des choses sur lesquelles je peux répondre rapidement pour aider les gens, je le fais bien volontiers et parfois même on me tague, d'accord? Puisque j'ai le côté juridique où là, pour une fois, quand c'est moi qui réponds, vous êtes sûr que c'est pas une bêtise, parce que je suis avocat dans ce domaine. Contrairement à beaucoup de gens qui ont une vague idée, qui postent tout et n'importe quoi, c'est une catastrophe. On reviendra peut-être sur cet aspect des choses à l'heure de l'Internet tous azimuts. Également, quand c'est du fiscal, là, c'est pareil. Les gens ne comprennent rien à la fiscalité et c'est bien normal. C'est de plus en plus complexe. Ouais. D'accord. Donc voilà, 3 casquettes, avocat,
investisseur immobilier, et les gens me prennent comme avocat conseil, hein, puisque je fais des rendez-vous de conseil pour investisseurs immobiliers, évidemment. Ça, c'est la partie avocat. Je ne plaide plus. Je ne vais plus au tribunal, je ne mets plus ma robe. D'accord? Donc, j'ai arrêté de plaider, je ne fais plus que du conseil en Zoom à distance. J'ai dématérialisé mon activité, ce qui est une autre de mes caractéristiques. Donc, deuxième casquette, c'est investisseur, et troisième, c'est vraiment chef d'entreprise et producteur de contenu pour simplifier tout ça et aider les gens à faire des choses correctement en respectant la loi et en gagnant de l'argent. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire qu'au travers de ton contenu, on peut déjà nous disposer d'un certain nombre d'informations qui peuvent nous aider dans le cadre de nos activités de conciergerie et aussi potentiellement avoir, en tout cas, un accompagnement auprès des propriétaires pour soit les diriger potentiellement vers les types de services comme les tiens quand on peut avoir des besoins. Et tu peux aussi accompagner des conciergeries dans potentiellement les litiges qu'il peut y avoir liés à la location courte durée. C'est quelque chose qui est dans ton scope, ça? Je fais du précontentieux. C'est-à-dire qu'en cas de litige, je ne vais pas les défendre au tribunal. Là, j'ai 2 très bons cabinets d'avocats qui sont des amis à qui je redirige, vers qui je redirige les demandes que j'ai, puisque tous les jours, hein, j'ai des demandes. Ah, j'ai un litige avec mon locataire. Ah, j'ai ceci, ah, j'ai cela. Je veux me séparer de mes associés. Bref, j'ai des demandes de ce type tous les jours. Je les redirige systématiquement vers 2 cabinets d'avocats qui, eux, sont plus étoffés. Moi, je suis avocat à titre individuel, je n'ai donc pas le temps et ça ne m'intéresse plus d'aller plaider. En revanche, je fais du précontentieux et assez fréquemment, pour les conciergeries particulièrement, elles peuvent se voir convoquées notamment par la DGCCRF sur les questions d'agents immobiliers. Vous êtes une conciergerie, vous exercez illégalement une activité d'agent immobilier et là, dans ce cadre-là, je leur explique pourquoi avec mon contrat qui est vraiment renforcé puisque j'ai rédigé un contrat, mais on y reviendra, spécialement pour les conciergeries qui n'ont pas de carte G. D'accord? Donc ça improvise pas la rédaction de contrat. On me disait l'autre fois qu'on allait rédiger un contrat de conciergerie avec ChatGPT. J'étais vraiment mort de rire. J'ai failli tomber de ma chaise. Donc non, ça s'improvise pas. Et régulièrement, j'ai des conciergeries qui me contactent pour ce genre de difficultés. Alors quand elles ont déjà mon contrat, je leur explique et je leur réexplique, alors qu'il y a une vidéo explicative avec le contrat, mais je leur réexplique pourquoi c'est tout à fait légal et qu'elles n'ont rien à craindre. Et quand elles n'ont pas mon contrat, bon, je vois la tête de leur contrat et je comprends mieux pourquoi elles sont convoquées, en gros. Hein. Donc, je leur fournis mon contrat en disant, voilà ce que vous allez expliquer. Ça démine la situation. Et jusqu'à présent, ça fait plusieurs années que j'ai ce contrat, que je l'ai rédigé. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour de personnes poursuivies devant les tribunaux pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, alors même que, on va dire que je crois, j'avais entendu ce chiffre lors d'un salon sur les conciergeries, 90% des conciergeries n'ont pas de carte G. Ouais, c'est mon cas. Moi, je fonctionne sans carte G. Les conciergeries que j'accompagne, pour la plupart, sont sans carte. Enfin, d'ailleurs, sont toutes sans carte G. Toutes celles que j'ai accompagnées sont sans carte G. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est archi répandu. Et donc, c'est vrai qu'il y a un besoin de cadrage juridique qui est important, parce que c'est vrai qu'on n'est pas aussi cadré que les agents immobiliers avec les cartes G, etc. Enfin, voilà. Après, on en pense c'est bien ou c'est pas bien, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, voilà, effectivement, Après, c'est un problème de concurrence. Les agents immobiliers aimeraient bien avoir un monopole plus étendu que celui qui leur est alloué actuellement. C'est naturel, on voit ça avec les hôteliers et Airbnb, hein, enfin la location courte durée. Mais en tout état de cause, la loi au guet n'est pas toujours totalement claire, mais au moins sur les points principaux, on sait ce qu'une conciergerie sans carte G peut faire et ce qu'elle ne doit pas faire. En tout cas, moi, je le sais. D'accord? Donc, le contrat a été rédigé dans cette optique. Ok, ça marche. On a fait du coup une petite parenthèse par rapport à. Parenthèse contractuelle, mais on y reviendra plus longuement. On y reviendra un petit peu juste après. Ce que je te propose, c'est de passer à la séquence suivante, qui est la séquence du pitch, qui est une séquence redoutée par tous mes invités, puisque du coup, tu vas nous pitcher tes services. Alors, tu as déjà pas mal parlé de certaines choses là déjà tout à l'heure, mais nous pitcher tes services en à peu près 2 minutes maximum, donc ça va être assez rapide. Et puis, évidemment, on aura un petit temps d'échange derrière. Ça nous permettra aussi de découvrir un petit peu ton activité sous un angle un petit peu différent. Allez, je te laisse démarrer. Ok, c'est parti alors.
Je vais vous pitcher du coup les deux grandes catégories de services. Il y a tout d'abord le service avocat qui là va concerner les conciergeries, puisque je crée de nombreuses sociétés de conciergerie. Alors, je n'aide pas les micro-entreprises, hein. Pour être micro-entrepreneur, on va sur l'INPI, on s'y matricule soi-même. On n'a pas besoin des services d'un avocat pour ça. Par contre, pour créer une SASU ou une SARL, il faut faire appel au service d'un avocat plutôt qu'un site en ligne où en gros, ils font illégalement du conseil juridique, hein. Ils n'ont pas le droit, ils peuvent délivrer que des informations, ils n'ont pas mon niveau de toute façon. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Donc je crée les sociétés pour les conciergeries et évidemment, elles m'achètent mon contrat à l'occasion de la création de société. Et là, elles démarrent déjà avec les bonnes bases juridiques. Il faut savoir que dans la conciergerie, comme d'ailleurs l'activité un peu, on va dire, cousine, qui est la sous-location immobilière, il y a souvent des gens qui font les deux activités. La colonne vertébrale des deux activités, c'est le contrat. Pas de contrat, votre activité, c'est vraiment, elle est totalement branlante. Donc, j'ai déjà, ça, c'est l'activité purement avocat. Je fournis tout un tas de services additionnels, comme par exemple mon label de licence ma licence de label ou de marque qu'on peut ajouter sur le service, sur le site internet de la conciergerie pour rassurer le client. Il y a un service également pour m'appeler quand on a des petites difficultés qui est inclus dans cet abonnement mensuel. Et puis à côté de ça, j'ai créé un podcast payant pour investisseurs, sous-loueurs, concierges, pro de l'IMO qui s'appelle Le droit d'investir. Alors ça, c'est mon bébé, c'est mon chouchou que je pousse à fond, puisque vous allez avoir chaque semaine un fichier audio avec d'une durée de 20 à 40 minutes en gros, avec un focus sur un sujet juridique ou une interview. Donc j'ai interviewé des gens qui ont des conciergeries, des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs. Sinon, le focus, ça va être la place du mineur dans la SCI. Ça va être le contrat de conciergerie sans carte G, comment, pourquoi, etc. Ça va être comment donner congé correctement à son locataire. Donc, ça, c'est des points de vue très juridiques avec les références aux articles de loi et la jurisprudence la plus récente. D'accord ? Ça va être aussi, par exemple, l'actualité réglementaire, puisque là, j'ai fait un épisode de 40 minutes sur la loi Le Meur qui vient d'être votée, qui concerne évidemment les conciergeries, puisqu'elle réglemente encore plus la location courte durée. Et ça, c'est la première partie. Deuxième partie, l'actu de la semaine. En quelques minutes, les 2-3 points, nouvelle loi, nouvelle jurisprudence. Et troisième partie, le coup de gueule de la semaine, où là, je donne mon sentiment sur ce qui est en train de se passer dans notre secteur immobilier. Là, c'est un peu plus global. Donc ça, c'est toutes les semaines. Vous vous connectez sur votre téléphone, vous écoutez ça pendant votre jogging, etc. Et c'est parti, vous serez au courant et vous ne raterez rien. Plutôt que d'aller perdre des heures sur Internet à lire des infos pourries, il faut bien le dire et frelater. D'accord ? Il y a encore des gens qui, au bout de 5 ans, disent qu'on ne peut pas revenir à l'IR quand on a créé une société à l'IS, une SCI à l'IS. Même des experts comptables le disent encore. Donc, je suis désolé, ça fait 5 ans qu'il devrait être à jour, quoi. Bon, donc ça, c'est la grosse partie, c'est l'essentiel, et c'est hebdomadaire. Et puis, c'est couplé à une plateforme de contenu additionnel où là, vous allez retrouver des modèles de documents, des analyses de ville pour faire de la location courte durée, donc des analyses statistiques avec un PDF, avec les chiffres d'RDNA, etc. C'est des analyses rédigées par les gens qui nous écoutent, connaissent, hein, j'affiche complet. Donc, tous les mois, il y a une analyse de ville. Je suis en train de mettre tout ça à jour. Et puis, des remises sur mes prestations d'avocat. Et un truc que les gens adorent, où là, il y a beaucoup de questions, hein. Je suis sûr que les gens qui vont écouter vont se poser plein de questions. Et toi, régulièrement, dans ton activité, tu as des questions. Il y a la séance de coaching commun de 2 heures par mois, où là, les abonnés au podcast. Alors, le podcast, vous ne le trouvez pas sur Spotify ou Deezer, hein, c'est pas ça. C'est une plateforme privée. Je suis hébergé chez Learnybox. Et vous vous abonnez, vous recevez des identifiants de connexion, comme lorsque vous achetez une formation. Donc, j'appelle ça le podcast parce que c'est un fichier audio. Et donc, vous avez la séance de coaching commun de 2 heures où là, pendant 2 heures, on passe un bon moment ensemble et on pose toutes les questions en direct. Et c'est un temps également d'échange que mes clients apprécient énormément parce qu'ils peuvent, pendant 2 heures, me poser leurs questions en direct, avoir mon sentiment de marché. Moi, je suis en prise directe, hein, je suis loueur aussi comme vous et je suis investisseur immobilier comme vous. Donc ça, c'est juste énorme et c'est un des services les plus appréciés. Et en plus, pour les conciergeries, l'abonnement constitue une charge déductible et récupère la TVA. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, est-ce que tu aurais un petit peu en tête, histoire qu'on voit un petit peu l'ampleur des choses, peut-être, je sais pas, le nombre d'abonnés au droit d'investir, par exemple, est-ce que tu as les chiffres en tête? Ouais, j'ai déjà plusieurs centaines d'abonnés, bien sûr. D'accord.
ok, ouais, donc c'est quelque Et chose qui... mais, mais on en reparlera, je crois, dans les ambitions, le fierté, le quiz, etc. Les objectifs, je vous délivrerai mes objectifs, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Ok, parfait. On Et comprend. d'ailleurs, tu vas rire, c'est amusant, parce que j'ai plusieurs centaines d'abonnés. Et quand j'envoie des mails pour prévenir et envoyer le lien Zoom pour se connecter à la réunion mensuelle, donc il y a déjà à peu près, je pense, 30% des gens qui n'ouvrent pas le mail. Bon, dommage, ils sont abonnés, mais ils n'ouvrent pas le mail. Donc, alors, il y a aussi un groupe privé, hein, le droit d'investir, où je mets le lien Zoom quand même pour que les gens qui ne reçoivent pas le même, qui sont en spam, ok, ne ratent pas la réunion. Donc, j'ai plusieurs centaines d'abonnés. Et pour l'instant, alors que mon tarif horaire est à 420 euros TTC, donc vous êtes là pour gagner de l'argent, on va parler argent. Moi, j'ai pas de problème avec l'argent et les chiffres, hein. Donc, mon tarif horaire d'avocat est à 420 euros TTC et je fais des rendez-vous comme ça toutes les semaines, d'accord? Eh ben, ils peuvent parler pendant 2 heures avec moi, donc on voit la valeur que je délivre. Si on s'en prend juste au tarif horaire, en réalité, mes conseils valent bien plus que ça. Et les contenus, rien que des partenariats qui sont aussi dans le droit d'investir, avec certains partenaires, vous allez gagner énormément d'argent. Eh bien, il y a plein de gens qui ne se connectent pas, qui n'utilisent pas le service. Ouais, c'est dommage. Alors, je trouve ça extrêmement dommage. Voilà, c'est profitez-en, quoi. Bon, après, il y a le replay hein, que je mets sur la plateforme aussi du coaching. Donc, quand ils peuvent pas, tout le monde ne peut pas être là à 20h30 le soir pendant 2 heures, c'est clair. Voilà. Mais bon, quand même, une fois de temps en temps, ils pourraient voir justement et échanger aussi avec les autres. Parce que quand j'ai pas la réponse à une question, ben, peut-être que quelqu'un d'autre dans notre communauté a la réponse à la question. Et c'est ce qui est arrivé hier. Il y a eu plein de questions sur la taxe d'habitation, la CFE, etc. Et il y a des gens qui ont fait part de leur retour d'expérience et quelles astuces ils mettent en œuvre pour éviter de payer tel ou tel truc. Parce que on en est là, hein. Faut être clair, on est tous en train de serrer les boulons. Ouais, c'est clair. Bah, du coup, tu mets en avant effectivement la force et la puissance d'une communauté, en fait. Mm. Effectivement, bah, tu viens de le décrire, dans ta communauté, il y a aussi des gens qui ont plein d'astuces hyper concrètes, en fait, qui sont vraiment à mettre en place tout de suite. Est-ce que tu as une idée, alors ça c'est peut-être plus fin et peut-être plus difficile à trouver, mais est-ce que tu as une idée, je dirais, d'un peu des proportions de conciergerie qui utilisent tes services? C'est plus fin, c'est peut-être plus dur à trouver. Je dirais que pour l'instant, sur mes abonnés, j'ai majoritairement des investisseurs immobiliers. Je dois avoir peut-être une vingtaine de conciergeries qui sont abonnés, je pense. Donc, c'est pas énorme parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de conciergeries en France. Et puis, ouais, c'est ça, une vingtaine de conciergeries, je pense, qui sont abonnés au podcast. Alors, c'est souvent mes propres clients. Parce que comme j'ai créé la société et que j'aurais vendu le contrat, après, ils prennent l'abonnement. Et donc, du coup, ils bénéficient aussi de ces services-là. Ouais, en fait, est-ce que ça démontre pas justement un petit peu ce qu'on se disait un peu off tout à l'heure, mais que justement on est un peu sous-équipé du côté des conciergeries. Est-ce qu'on est un peu sous-équipé finalement sur notre arme juridique, etc. Est-ce que c'est Ah, quelque chose mais totalement, totalement, c'est une évidence, hein. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Les gens disent, ouais, mais tout est super compliqué, il y a trop de lois, mais ça arrange bien les avocats, parce que du coup, on facture, on est là, etc. En réalité, c'est contre-intuitif, mais moi, j'estime que c'est le contraire. Plus c'est compliqué, plus ça me casse la tête de devoir imaginer des solutions pour essayer d'éviter des ennuis à mes clients. Si c'était plus simple, les gens feraient appel 10 fois plus souvent à mes services pour créer 10 fois plus de sociétés, rédiger 10 fois plus de contrats, développer 10 fois plus de business en réalité. Et c'est tellement plus positif. Là, je passe mon temps. Alors, je plaide plus, donc déjà, je joue plus les pompiers. Le plaider, c'est quand on a le problème et qu'on est dans le mur, hein. Ça veut dire qu'on a besoin d'aide pour s'en sortir. Là, je fais du conseil, donc j'anticipe et j'évite les problèmes. D'où l'intérêt d'avoir des contrats qui vont vous sauver la mise si vous allez au procès, mais qui en réalité sont rédigés d'une façon telle que vous allez éviter les procès. Oui, Moi, je vous conseil pratique, hein, évitez d'aller en procédure. Arrangez-vous amiablement. Vous n'allez pas faire un procès à quelqu'un pour 200 balles de facture de conciergerie non réglée. OK? Vous trouvez un accord. Dans le pire des cas, vous donnez les 200 balles à recouvrer une société de recouvrement que vous paierez au success fees. Mais c'est tout. Vous n'avez pas à faire un procès pour 200 euros. Faire un procès, c'est plusieurs milliers d'euros. ouais. Et ça dure des années.
Donc, en tant qu'avocat, je vous le dis, n'allez pas faire des procès. Ah ouais. Ouais, plus la charge mentale que ça représente, parce que quand on en est là, Ça, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Mais oui, pour revenir à ta question, oui, évidemment, les gens sont largement sous-équipés en matière juridique, c'est une évidence. Euh, et ils voient la dépense juridique comme un vrai coût, alors qu'en réalité, c'est un investissement et c'est une opportunité, puisque ils vont justement faire la différence avec la concurrence. ouais. Entre une société de conciergerie qui a bidouillé un vague contrat en recopiant 3 trucs sur Internet et une société de conciergerie qui a mon contrat, qui tient la route, qui garantit leurs droits et qui en plus comporte un pied de page avec Maître Boujard, avocat rédacteur du contrat, donc il va tout de suite donner de la confiance au client pour décrocher le contrat, je veux dire, il n'y a pas photo, c'est une évidence. Ouais, ah ouais, c'est clair. Du coup, c'est vrai que ça nous aide, comme tu le dis, à vendre aussi notre prestation de conciergerie auprès des propriétaires. Et c'est vrai que nous, on a peut-être un travail aussi sur le discours. Comment est-ce qu'on inclut ce service plus dans ce qu'on propose aux propriétaires? Pourquoi ça les sécurise? Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on a un travail à faire là-dessus. Alors, pour revenir au début, c'est vrai qu'on est, je pense, clairement sous-équipé dans les conciergeries en termes d'armes juridiques. Et du coup, on ne sait pas non plus vendre ça aujourd'hui. Moi, là, comme ça, intuitivement, je connais assez peu de conciergeries qui ont une capacité à dire, voilà, moi, je suis juridiquement suivi et donc si vous travaillez avec moi, ça va être solide, ça va être carré, quoi. L'enjeu est là justement. Et pourtant, les propriétaires sont ultra sensibles à ça. Pourquoi? Parce que systématiquement, ils vont demander à la conciergerie, dites-moi au fait, je dois déclarer comment les revenus, je vais payer quoi si je vous donne mon bien, j'ai des obligations administratives, je dois écrire à la mairie. Ils vont vous poser plein de questions. Et toutes ces questions juridiques et fiscales, bah, la conciergerie elle va être capable peut-être d'être super forte sur le channel manager et sur l'opérationnel, mais ce n'est pas son rôle de répondre là-dessus au client. Elle n'est pas le conseil juridique ou fiscal du propriétaire. Mais en revanche, elle se doit d'avoir des connaissances. On parlera sans doute de l'actualité tout à l'heure. Dans la loi Le Meur, il y a une disposition qui va directement impacter les conciergeries, avec possiblement des sanctions pénales à la clé. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est important pour nous d'être bien accompagnés et à défaut d'avoir les réponses, en tout cas de pouvoir orienter nos propriétaires vers les bonnes personnes ou en tout cas vers les bonnes réponses, quoi. Oui, Euh, tout à fait. ouais, ok. Ça marche. Merci du coup pour ce pitch et du coup, on comprend bien aussi maintenant l'intérêt. Je pense que toutes les conciergeries qui nous suivent, là, vous avez bien compris, un petit peu l'état des lieux, alors on l'a décrit assez rapidement, mais un petit peu l'état des lieux sur la partie juridique, ce qui est assez regrettable. Hein. Je pense vraiment on a une marge d'amélioration là, sur ce sujet-là qui est grande. Du coup, peut-être rentrons maintenant un peu dans les actualités. Est-ce que voilà, il y a cette fameuse loi Le Meur qui est sortie. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui impacte directement nos activités de conciergerie? Voilà, il y a plein de choses à voir, mais est-ce qu'on peut essayer de prendre peut-être les 2-3 points importants Bien par sûr, rapport à ça? bien sûr. Donc, cette loi a été votée et adoptée à l'Assemblée nationale le 7 novembre. Elle était en gestation depuis de très longs mois et avait été suspendue suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est une loi qui a été présentée comme une loi anti-Airbnb, entre guillemets. D'accord? Bon, alors, Airbnb représente en France quelque part un symbole. C'est le symbole du capitalisme, c'est le symbole des propriétaires qui gagnent de l'argent en louant des logements, ce qui est mal vu par une partie de la population française. C'est regrettable. Les Français sont des ignares en économie et ils sont biberonnés à l'étatisme. D'accord? Donc quand je lis que notre pays est un pays ultra-libéral, je roule de rire sous la table, hein, tellement c'est complètement l'inverse. D'ailleurs, en France, un problème, une taxe. Un problème, une réglementation. Un problème, une interdiction. Et on le Donc, voit bien ces derniers temps. Là, en ce moment, c'est un peu on voit particulièrement, ça fuse de tous les côtés. D'accord? Bon. Tandis qu'aux États-Unis, on nomme un génie, c'est le génie du siècle, hein, Elon Musk. C'est clair, il a un QI de 160. Le mec a réussi à faire en 15 ans ce que la NASA a jamais su faire, récupérer des fusées. Donc, ok, les gens l'aiment peut-être pas, il est peut-être clivant, mais c'est un monstre d'efficacité. Et on vient de le nommer au ministère de l'efficacité gouvernementale. D'accord? Ça veut dire que quand il dit
qu'il a pour objectif de sabrer d'un tiers le budget fédéral, il va le faire, j'ai aucun doute là-dessus. Je veux dire, il a 100% de chance de réussir, parce que ce mec est tout simplement un génie. Et je vois des journalistes français qui disent « Ah ouais, mais quand même, c'est pas très gentil ». Ces journalistes lui arrivent même pas à la cheville. Et il commande ses actions avant même qu'il ait agi. Nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Bercy nomme un comité scientifique pour éviter un nouveau dérapage budgétaire. Les mecs, au lieu de se remettre en question, ils créent un nouveau bidule. Ok, bon, ben voilà, tout est dit à ce niveau-là. Donc, sur cette actualité, c'est une loi présentée comme une loi anti-Airbnb. Ok, pas de problème. Il ne faut pas oublier que notre pays est une des premières destinations touristiques dans le monde. Alors, c'est poussé largement par le lobby hôtelier qui, à tort, croit qu'Airbnb le concurrence. Moi, j'ai jamais vu de cuisine dans une chambre d'hôtel, hein, pour être clair. Et je connais pas de famille de 5 personnes qui louent 2 ou 3 chambres d'hôtel. Donc, l'offre est distincte. On ne propose pas les mêmes services, mais le lobby hôtelier a su faire entendre sa voix. Et plutôt que de s'attaquer aux vrais responsables de tous ces problèmes, à savoir l'État, avec une surréglementation, une surtaxation, puisque c'est ça, hein, qui fait crever les entreprises en France, c'est l'État. Donc, ils sont attaqués à Airbnb. C'est devenu le symbole. Airbnb empêcherait les gens de se loger. Bon, là encore, Airbnb, c'est le bouc émissaire, hein. La location courte durée, c'est vraiment le bouc émissaire pour une crise du logement qui est provoquée par l'indigence de l'État, mais c'est encore un autre problème. Et donc, cette loi anti-Airbnb vient finalement d'être adoptée. Alors, c'est une loi dite transpartisane. Le problème de l'immobilier, c'est qu'il est tellement important dans la vie des Français, puisque c'est un besoin primaire, un besoin de se loger. D'accord? Le besoin de se loger en courte durée est moins aigu, puisque là, on pense plus à la location saisonnière, touristique, etc. Cela dit, la location de courte durée permet aussi de loger des gens qui sont en mission, qui vont travailler. Donc, ce n'est pas uniquement du tourisme, loin de là. D'accord? Ça répond à d'autres besoins. Mais, quoi qu'il en soit, c'est vu comme une façon, c'est un peu l'image d'Épinal, hein. Vous allez à Biarritz et vous êtes le riche touriste qui va priver les pauvres gens locaux de leur logement. Ok, d'accord, pas de problème. Donc, loi transpartisane largement adoptée, à l'exception notable du groupe RN qui a quasiment voté contre à l'unanimité. Il y a un membre du groupe présent qui avait voté pour, je crois. D'accord? Tous les autres partis ont voté pour cette loi qui a pour vocation d'enquiquiner, pour rester poli, les loueurs en courte durée. OK? Alors maintenant qu'on sait qui a voté quoi et qu'elle vient d'être adoptée, conciergerie. Il y a plusieurs dispositions qui vont impacter directement ou indirectement les conciergeries, puisqu'elles vont impacter ces dispositions les loueurs en courte durée. Impact indirect, c'est ce qui va restreindre les possibilités de louer en courte durée. Donc, maintenant, on va pouvoir modifier le règlement de copro pour voter des interdictions Airbnb plus facilement. On va pouvoir également, les mairies vont pouvoir mettre des quotas par zone géographique avec des maximums de location courte durée. Ce qui se discute, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, seulement va y avoir des complexités administratives, un pouvoir de décision du maire. Bon, ok. Il y a des nouvelles peines d'amende qui sont renforcées pour les gens qui ne respectent pas la réglementation sur les demandes préalables d'autorisation de changement d'usage. Mais là, il y a un impact direct, c'est que le texte de loi prévoit que est passible de ces peines d'amende toute personne ayant prêté son concours à la commission de l'infraction. Donc, en tant que conciergerie, si vous offrez des prestations de service à un propriétaire qui est lui-même en infraction, il n'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, on ne revienne pas rechercher votre responsabilité. Et dans mon contrat de conciergerie, je mets quand même un petit disclaimer, entre guillemets, donc une clause sur la responsabilité, où le propriétaire déclare au concierge qu'il respecte la réglementation et la loi en vigueur, etc. Mais je vous invite à le vérifier, à obtenir des justificatifs, parce que à un moment ou à un autre, l'État, qui essaye par tout moyen de trouver des responsables, dira « mais dites donc, vous êtes une conciergerie, c'est aussi votre boulot de savoir ça ». Alors qu'en réalité, les conciergeries sans carte G ne représentent pas le propriétaire. Elles n'ont pas de lien de mandat de gestion. Donc, je ne vois pas à quel titre on va rechercher leur responsabilité, mais tout est possible. Donc, pour moi qui suis d'un naturel prudent, je vous invite maintenant à vous assurer que vos propriétaires respectent la loi. Alors, il y a d'autres obligations. Il y a un contrôle renforcé des résidences principales.
puisqu'apparemment, il y a des gens qui s'amusaient à déclarer faussement comme résidence principale, ce qui était une résidence secondaire, pour pouvoir louer jusqu'à 120 jours par an. Corrélativement, les mairies pourront abaisser sur délibération la durée de 120 jours de la résidence principale à 90 jours. Autant vous dire que l'immense majorité des mairies ne le fera pas parce qu'ils n'en ont rien à faire. L'immense majorité des villes en France est favorable à la location courte durée, soyons clairs. Ouais, c'est important ce que tu dis là, parce que effectivement, il y a cette loi, comme tu dis, qu'on appelle tous anti-Airbnb, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, comme tu le dis, la majorité des villes, en fait, ça leur plaît, en réalité, pour plein de raisons, et notamment une raison, j'imagine, aussi financière, parce que les taxes de séjour, bah, c'est quand même aussi un revenu, et notamment quand on est des petites communes, bah, c'est un petit budget sur lequel on peut pas, voilà, on ne va pas cracher, c'est clair. Donc voilà, à part effectivement quelques communes qui sont, en plus on les connaît, voilà, c'est quand même plutôt les grandes villes. Enfin voilà, après il n'y a pas que les grandes villes, il y en a d'autres aussi, mais voilà, c'est un petit paquet de communes qui ont décidé d'être contre ce sujet-là, mais c'est vrai que la grande majeure partie des communes sont pour, et donc ça veut dire que pour nous en tant que conciergerie, en fait, il y a toujours du business à faire. En fait, cette loi va pas nous finalement nous priver de notre activité. Non, ça c'est une grande crainte. Alors attention, mais la loi, en réalité, la loi ne change rien sur ce point-là. Elle va permettre plus de contrôle, plus de sanctions. En revanche, ce qui existe déjà, c'est la fameuse procédure de demande d'autorisation préalable de changement d'usage. Peut-être qu'on peut faire un petit point juridique là-dessus parce que je ne suis pas sûr que toutes les conciergeries comprennent exactement de quoi il s'agit. Oui, tout à fait. Allons-y. Or, cette loi existe déjà. Hein. C'est un article du Code de la construction et de l'habitation qui réglemente les demandes d'autorisation de changement d'usage et qui prévoit que les communes comme Paris, de plus de 200 000 habitants, donc il y en a 10 en France, hein, Toulouse, Bordeaux, Marseille, etc., les départements 92, 93 et 94 et ceux situés dans les zones tendues, alors il va y avoir une extension du nombre de villes qui peut mettre en place des procédures de demande d'autorisation préalable de changement d'usage. En fait, on élargit le champ d'application de la loi. Mais sinon, ça existe déjà. Et dans ces communes, elles peuvent prendre des délibérations de façon à mettre en place des mesures de compensation. Donc, elles vont dire, je vous donne un exemple simple, c'est ce qu'a fait la communauté d'agglomération de Bayonne et Biarritz. Donc, 24 communes, je crois, concernées. Dans cette zone, elles ont dit, OK, si vous achetez un bien et que vous voulez obtenir l'autorisation, qui est un bien qui est à usage d'habitation, pas un bureau ou un local commercial, c'est encore d'autres cas. Si vous achetez actuellement un studio de 25 mètres carrés à Bayonne, OK, il était à usage d'habitation, vous voulez obtenir l'autorisation d'avoir un usage autre que l'habitation, et en réalité on dit meublé de tourisme, mais ça n'existe pas comme usage. Il n'y a que deux usages, usage d'habitation et autre que l'habitation. Après, il y a des destinations, mais là, ce n'est pas le même code et ce n'est pas le même objet. D'accord? Donc, vous voulez obtenir l'autorisation de le louer en courte durée, très bien, mais vous allez devoir acheter un local commercial ou un local de bureau, faire des travaux pour le passer en usage d'habitation et le louer en habitation. Donc, on comprend bien qu'on n'interdit pas frontalement la location courte durée, mais que si pour obtenir une autorisation, je dois en même temps acheter un local pas rentable, faire des travaux et le louer en habitation, ça ruine la rentabilité de ma location courte durée. Et donc, c'est paru dans la presse, hein, il n'y a pas de secret là-dessus, depuis qu'ils ont mis en place cette procédure il y a 1 an et demi, le nombre de demandes d'autorisation préalable de changement d'usage a été quasiment réduit à 0. D'accord? Ouais. Alors, à moins que tu aies une question spécifique, je continue l'explication. Alors, juste pour revenir, effectivement, parce qu'en fait, finalement, il y a deux dispositions, en fait. C'est la nécessité de faire un changement d'usage et la compensation. C'est deux choses distinctes. On peut très bien avoir des communes qui décident de ne faire que le changement d'usage. Exactement. Il y a des communes qui décident que, par exemple, sur le premier bien, il n'y a pas lieu à compensation. Donc, il faudra remplir les formalités administratives et tu vas obtenir ton autorisation de changement d'usage. Par contre, l'autorisation de changement d'usage est personnelle. Ça veut dire que si toi, Henrik, dans ta commune, tu obtiens une autorisation de changement d'usage, à l'issue de la durée qui est limitée, alors avant, la durée était limitée, mais c'était libre, hein, les communes décidaient. Maintenant, c'est 5 ans maximum, c'est dans la loi. Donc, dans ta commune, tu obtiens une autorisation de changement d'usage. Et au bout de 5 ans, ça s'arrête
et tu ne pourras plus louer en courte durée. Mais la conséquence, c'est que ça soit toi qui es visé. C'est-à-dire que tu ne pourras pas revendre le bien, d'accord, en racheter un autre et repartir sur 5 ans. Ouais. Comme c'est personnel, ça sera fini pour toi dans cette ville en location courte durée en nom propre. OK? Alors, par contre, les communes peuvent décider, comme elles l'ont fait, Bayonne-Biarritz et communautés d'agglomération, du principe de compensation dès le premier bien. Et là, ça devient, plus personne demande d'autorisation, plus personne n'a intérêt à le faire. Et c'est ce que Marseille voudrait mettre en place. Le maire de Marseille a annoncé qu'il allait interdire. Il ne peut pas interdire la location courte durée. Il n'a pas les pouvoirs pour ça. Et je pense que ce serait inconstitutionnel. En revanche, il pourrait mettre en place des mesures de compensation dès le premier bien. Et la conséquence pratique, c'est que là, ça peut littéralement tuer le marché de la location courte durée à Marseille, par exemple, s'il met ça en œuvre. Alors, le problème de la mise en œuvre de ce type de mesures, c'est les conséquences. Puisque des conciergeries marseillaises qui n'auraient plus de clients en location courte durée, faute pour les propriétaires de pouvoir obtenir des autorisations de changement d'usage, elles vont mettre la clé sous la porte. Ouais. Ça, c'est un vrai risque. D'accord? Alors, il y aura toujours des locations courte durée parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, qui ont obtenu des changements de destination, qui font ça dans des locaux commerciaux, qui n'ont pas besoin d'autorisation de changement d'usage pour les raisons que je viens d'évoquer, qui vont se plier aux règles de compensation. Donc, ça ne va pas tuer le marché de la location courte durée. C'est un peu caricatural. Il y aura toujours des possibilités. Par contre, ça va restreindre le nombre de loueurs en courte durée et donc restreindre le nombre de clients potentiels. Et là, les conciergeries peuvent être impactées. Et elles-mêmes, ça va avoir un impact sur leurs propres prestataires de services. Donc, en réalité, sous couvert de remettre sur le marché du locatif à l'année en empêchant les gens de louer en courte durée, et donc potentiellement d'aider les classes plutôt moyennes et modestes à se loger, puisque c'est l'argument qui est mis en avant. Tout ça renchérit les loyers, il y a moins d'offres, etc. Eh bien, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont empêcher des gens modestes de travailler, leur faire perdre leur job, quoi, carrément. Et ça, c'est peut-être ce que je trouve le plus triste dans tout ça. C'est qu'ils mettent en avant, regardez comment on protège vous, les pauvres, on vous aide à vous loger, etc. Te loger, si tu n'as plus de job, je ne vois pas à quoi ça sert, quoi. Tu ne pourras pas payer ton loyer de toute façon. Bon, après, C'est une vision dogmatique et qui n'est pas du tout en lien avec la réalité du terrain. Oui, tout à fait. Moi, je partage complètement. En fait, c'est vrai que, bon, je fais peut-être une petite parenthèse, même peut-être une digression, même, mais c'est vrai que je trouve que l'État, justement, par ça, veut aider les pauvres. C'est très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si c'est pour appauvrir les gens, j'ai un peu de mal à comprendre. Je pense qu'il vaut mieux aider les pauvres à devenir riches, donc pas leur faire perdre leur boulot. Exactement. Que de vouloir appauvrir les riches, par exemple, puisque c'est aussi quand même un petit peu l'objectif caché de tout ça aussi. Là. Enfin, non, pas caché. Hein. Il y en a qui le disent très bien. Toute la gauche dit il faut prendre leur argent. Donc voilà, c'est un peu. C'était une petite parenthèse, mais voilà, c'est vrai que c'est. Nous, on sera un peu justement en première ligne de ça. On va voir justement potentiellement dans ces cas-là, si jamais ça devait se produire effectivement, des sociétés de ménage, des auto-entrepreneurs, en fait, tout l'écosystème qui gravite autour de la location courte durée. Il y a des chiffres qui sont parus. Maintenant, on commence à avoir des études d'impact faites par des cabinets privés comme Deloitte, Untouch et ce genre de choses qui sont commandées par le syndicat de professionnels de la location meublée, etc., etc. Donc, toute la profession se structure. C'est des centaines de milliers d'emplois qui gravitent autour de ça. Il y a les artisans, il y a les experts comptables, il y a les agents immobiliers, il y a énormément de monde. Et on dit c'est un business. Et alors? Et oui, c'est un business justement. Où est le problème? Alors il y en a d'autres qui disent c'est très bien, on va se professionnaliser. Mais moi je dis ok, si certains ont envie de se professionnaliser, très bien. Mais si quelqu'un a envie d'avoir 2 ou 3 apparts, fin de l'histoire, on peut peut-être le laisser avoir ces 2 ou 3 apparts. Et ce n'est pas aux propriétaires privés de subir l'incapacité de l'État à loger les gens dans le logement social, par exemple. En fait, il y a trop de pauvres en France, ça revient à ça. Il y a beaucoup trop de pauvres. Pourquoi? Parce que l'État empêche les gens de s'enrichir. C'est aussi simple que ça. C'est pas qu'il n'y a pas assez de logement social, par exemple, c'est qu'il y a trop de pauvres.
Le logement social, qui le finance? Pas l'État, hein, nous. Il faut que les gens comprennent, qu'ils nous écoutent, et j'invite les conciergeries qui sont des entrepreneurs, hein, vous devez avoir une mentalité d'entrepreneur, vous devez bien comprendre que l'État n'a pas d'argent, il a 0 €, il n'a que l'argent du contribuable. D'accord? Donc, bannissez de votre langage l'expression argent public. C'est une fiction destinée à nous faire gober plein de conneries. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord? L'argent public n'existe pas. L'argent est celui du contribuable. Alors qu'on dise taxes, contributions, impôts, TVA, cotisations sociales, tout ça, c'est pris dans la poche du citoyen français. Ouais. Et même quand il y a de la dette, hein, on me dit parfois, mais non, parce que l'État emprunte de l'argent. Mais attendez 2 secondes, qui rembourse les emprunts d'État? Bah, ils vont me dire, c'est l'État. Oui, mais qu'est-ce que je viens de vous dire? D'où vient l'argent de l'État? De la poche du citoyen. Donc, qui rembourse la dette? Bah, c'est le citoyen. Mais ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas compris. Sinon, ils ne seraient pas autant à dire, c'est pas grave, on n'a qu'à emprunter, etc. Et non, parce que c'est les générations futures qui vont rembourser cette dette. Donc, pour revenir à ce que tu disais, oui, il y a vraiment un vrai problème sur la création de richesse en France. Bon, c'était voilà, c'est juste la petite digression sur le sujet, mais importante. Il faut que les gens changent leur modèle mental et comprennent bien qu'il n'y a que le secteur privé qui produit de la richesse. Le secteur public est là pour rendre des services publics indispensables, mais il n'est pas là pour produire de la richesse. Donc, quand le secteur public devient supérieur au secteur privé, c'est mort. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, disposition de la loi Le Meur, extension de la possibilité pour les communes de solliciter des autorisations préalables de changement d'usage. Donc ça va avoir un impact. Autre mesure qui va avoir un impact, mais qui est intéressante, c'est la création d'un registre unique pour enregistrer ces locations courte durée. Donc, mesure de simplification. Attendons de voir comment c'est mis en œuvre. Et puis, alors, impact indirect, il y a un petit volet fiscal, mais en réalité, ça va surtout pousser les gens à passer au réel. Donc, pas énormément. Va y avoir sans doute de nouveaux impacts avec la loi fiscale quand elle sera votée, la loi de financement du budget de l'État, là, qui est en cours de discussion, quand elle va être votée en fin d'année. Mais pour ça, il faut attendre, hein. Moi, j'ai refusé, notamment sur les réseaux sociaux, de discuter à chaque fois de tel ou tel amendement, parce qu'en réalité, on ne sait pas du tout ce qui va être voté au final. Donc, ça ne sert à rien de se faire peur avec l'amendement qui va imposer ceci ou cela, alors qu'on ne sait même pas si ça sera retenu. Ouais, on ne va pas crier au loup, en tout cas, on ne va pas dire avant d'avoir mal. Exactement. Donc, oui, un impact certain pour les conciergeries, mais non, c'est pas du tout la fin du monde, quoi. Mais c'est tellement mieux de mettre des titres putaclic, la fin d'Airbnb, c'est voilà. Vraiment, cette expression est extrêmement appropriée. On met le titre qui fait bien peur pour voir ce qui. Et en fait, souvent, c'est la paraphrase des dispositions de la loi Le Meur, et on s'aperçoit que oui, il va y en avoir moins, ça va être plus compliqué, mais que ce n'est pas du tout la fin de la location courte durée. Tout va bien. Oui, tout à fait. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour nous, conciergerie, quand on croise nos clients ou des prospects, justement, parce que ce sujet-là, en fait, il est abordé. Tu vois, là, moi, j'ai fait une visite de prospects là, il y a 2 jours. Forcément, ces sujets-là arrivent sur la table à un moment donné, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais justement pour des conciergeries pour justement accompagner les propriétaires? Quel type d'infos on leur donne? Tu vois, il y a un espèce de discours à avoir là-dedans. Qu'est-ce que tu conseillerais pour les conciergeries pour accompagner ces propriétaires? Il y a 2 choses à faire pour une conciergerie. D'une part, elle doit elle-même s'informer correctement. Donc, elle ne peut plus faire l'impasse. Soit elle adhère pas au SPLM, mais au CLF. C'est les conciergeries locatives de France. Donc, il y aura des sources d'information. Je le dis, moi, je ne suis pas adhérent là-dedans, mais je connais des gens qui y sont. Donc, je trouve que le fait que ça existe est peut-être plutôt une bonne chose, au moins déjà. Et ça leur évite d'être toutes seules dans leur coin. Okay, soit elles veulent faire un truc moins formel. Elles se connectent à ma chaîne YouTube, l'avocat investisseur, par exemple. D'accord. Mais elles ne vont voir des informations que lorsqu'elles sont délivrées par des professionnels du droit et du chiffre. D'accord. Elles arrêtent les vagues blogs
Je connais même des chaînes YouTube de conseils en gestion de patrimoine qui sont d'une nullité crasse, quoi. D'accord, c'est terrible. Ils se mêlent de faire du droit alors qu'ils n'ont pas. Moi, j'ai 30 ans d'expérience juridique, 30 ans d'avocature. Ils ne peuvent pas arriver à mon niveau. D'accord? Donc, ils racontent n'importe quoi. Je le dis clairement. Alors, il y en a quelques-uns qui sont très bons et qui sont meilleurs que moi sur des parties fiscales, par exemple, sur des produits, etc. Mais par contre, les conciergeries, si elles veulent de l'information juridique et fiscale, location courte durée, elles suivent les avocats qui sont dans ce domaine. Donc, j'ai des confrères qui font plus de contentieux, j'en ai qui font plus de fiscalité meublée, et puis enfin, vous avez moi qui suis plus sur les conciergeries, sous-location, location courte durée, mais partie purement conseil. Donc, s'informer, se former, c'est déjà la base. Après, elles peuvent solliciter des consultations, etc. Maintenant, elles peuvent délivrer des informations à leurs propres clients une fois qu'elles-mêmes ont les bonnes informations, et non pas une fois qu'elles ont lu un blog pourri qui raconte n'importe quoi. D'accord? Et attention, hein, ChatGPT, ce n'est pas une source d'information fiable. Je vous le dis tout net, ça c'est amusant. L'IA, j'adore. Moi, je suis un technophile, j'adore l'IA. C'est une révolution et les conciergeries, comme tout le monde, doivent s'y mettre. Si vous êtes chef d'entreprise que vous n'utilisez pas l'IA, déjà, vous avez pris 10 ans dans la figure. Voilà, clairement. Bon, mais l'IA, ChatGPT, c'est intéressant. Moi, je le complète par un chatbot juridique qui est réservé aux avocats, qui me coûte maintenant plus de 200 € par mois, juste pour l'abonnement à la société Doctrine. D'accord? Mais c'est un chatbot juridique d'un niveau plus performant. Ce chatbot me sort parfois des résumés de décisions qui disent le contraire de ce que dit la décision elle-même quand je l'analyse. Donc, même un chatbot de haut niveau juridique ne comprend pas ce qu'il lit. Il faut être clair. C'est une intelligence artificielle. Non, ce n'est pas une intelligence. Donc, pour en revenir à ChatGPT, ne posez des questions simples mais non juridiques. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je mange une tarte au citron meringuée. D'accord? Je fais attention à ma ligne. OK. Et je dis à ChatGPT, dis-moi ChatGPT, il y a combien de kilocalories dans une tarte au citron meringuée? Et là, tranquille, il va aller rechercher un peu partout, voir le nombre de kilocalories, les ingrédients, le poids de la tarte, etc. Il va me dire, ça comprend en moyenne entre tant et tant de kilocalories. Ça, c'est fiable parce qu'il agrège des tonnes de données qui sont à peu près objectives. On sait clairement quelles sont les kilocalories dans 100 grammes de sucre et dans 100 grammes d'œufs. OK? Si vous lui demandez une question sur le droit, ChatGPT est capable de produire des mirages. Je lui ai demandé de faire une recherche juridique en me citant de la jurisprudence. Il m'a inventé 2 décisions de la Cour de cassation qui n'existent pas, en me mettant les références, c'est-à-dire des numéros qui semblent exister. Et quand je les recherche dans mon outil de recherche sur la jurisprudence, je m'aperçois que ces décisions n'ont jamais existé. Donc, ChatGPT n'est pas une source d'information fiable sur le droit et la fiscalité. C'est tout le contraire. Ouais, tout à fait. Par contre, si vous avez besoin de retrouver un texte, là, il pourra vous retrouver le texte. Ouais. Vous dites, trouve-moi la loi de 1989, vous n'avez pas la référence exacte, il va vous retrouver et donne-moi l'article qui parle des clauses abusives. Là, il va directement vous retrouver le bon article. Ce que Google ne va pas faire. Si vous tapez dans Google, il va vous renvoyer à des blogs qui eux-mêmes, vous allez devoir checker les infos. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, conciergerie, elles doivent absolument s'informer aux bonnes sources. Et ensuite, elles seront capables, dans une certaine mesure, de délivrer de l'information. Mais elles ne doivent jamais donner du conseil à leurs clients. Le meilleur conseil à donner, c'est, monsieur, là, moi, je vous ai dit, par exemple, ce que je sais qui vient de sortir, mais je ne sais pas l'interpréter par rapport à votre situation. Moi, je suis une conciergerie, je ne suis pas votre avocat ou de conseil juridique. Dans ce cas-là, que fait la conciergerie? Elle m'envoie le client, tout simplement. Ouais. Voilà. Ou vers un autre professionnel compétent. Mais un professionnel qui sache de quoi il parle quand il parle d'investissement immobilier. Moi, les clients, ils viennent me voir pourquoi? Parce que je suis avocat dans ce domaine, mais que je suis investisseur depuis 25 ans. Il n'y a pas de secret. Il suffit d'aller voir mes avis Google. Google, vous qui écoutez cet épisode, vous allez sur Google, vous tapez avis Dimitri Boujard avocat, vous allez voir pourquoi les clients me choisissent. Très bien.
C'est une bonne chose à aller voir, ouais, en effet. Ça te permettra de renforcer aussi voilà, la crédibilité. Et d'ailleurs, les conciergeries doivent réclamer des avis Google à leurs clients. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Et ça, c'est quand même un peu plus dans la tendance qu'avant, mais c'est vrai que Ça ouais, coûte on a des rien. marques. Ça coûte rien. Je vais Ouais, vous dire pourquoi ça coûte rien, pourquoi c'est énorme. Parce qu'en fait, ça va vous forcer à être bon. Parce que si vous êtes une conciergerie et que votre service est pourri, vous inquiétez pas, les clients iront pourrir vos avis. D'accord? ouais, Par contre, si vous êtes très bon et que vous ne leur réclamez pas, ils seront contents du service, mais ils ne penseront pas forcément à aller vous mettre une bonne appréciation, une bonne note. Donc, un conseil ultra pratique, déjà Google My Business, c'est gratuit. Je veux dire, c'est juste extraordinaire. Créez vos pages Google My Business, c'est gratuit. c'est clair. D'accord? Pour le référencement, c'est juste fabuleux. Donc, vous pouvez faire le fameux SEO, le référencement naturel en pondant des articles, du contenu, etc. J'en fais aussi. D'accord? Mais moi, avec mes avis, j'ai un super référencement de mon site d'avocat. Ouais, Et ça me pousse à quoi? À devoir être excellent. Pourquoi? Parce que ne vous inquiétez. Alors, tout le monde ne mettra pas 5 étoiles. Moi, j'ai des commentaires à 1 étoile aussi de temps en temps. Je n'ai pas satisfait le client, soit de mon fait, soit il n'est pas content parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est comme Airbnb. Il y avait un poil dans la douche et on va vous mettre une note 3 pourrie, alors que tout le reste, ils sont super contents et qu'ils l'ont dit. Mais parce qu'il y aura un petit truc, ils ne vous montreront pas une bonne note. Là, c'est pareil, il y aura toujours des clients insatisfaits dans vos avis Google, mais ce n'est pas grave. La force, c'est le nombre. Donc, plus vous avez d'avis de clients satisfaits parce que vous êtes bon, meilleur sera votre référencement et il y aura un effet d'entraînement. Donc ouais, là, je sors du juridique, mais c'est tellement. Les gens notent tout le monde sur tout. D'accord? Et ils vont voir les avis Google. C'est devenu un réflexe. Votre banquier est noté. Les greffes des tribunaux de commerce sont notées. Je veux dire, les administrations sont notées. D'accord? Donc, votre avocat, il est noté, votre conciergerie sera notée. Et pour l'anecdote, quand j'ai commencé les avis Google, en fait, je me suis aperçu que quelqu'un avait créé une page à ma place. Et j'avais 2 avis pourris et 1 étoile avec des commentaires de clients que je ne connaissais pas. Et d'accord. en fait, ça avait été créé par quelqu'un de malveillant pour me nuire. Ouais, ouais. Donc, si vous ne le faites pas, peut-être qu'un de vos concurrents créera une fausse page Google My Business à votre place et vous pourrira la vie. Donc, faites-le. Ouais, c'est clair. Bon, ça fait partie des indispensables, moi, que je donne aussi dans mes accompagnements. Bon, c'était pas Ah pour oui, parler ah de oui. moi, mais Là, c'est bien, vous voyez, vous avez un avis externe de quelqu'un qui n'est pas un concierge, mais qui a compris la force énorme des avis. ouais, ok, ça Moi, je suis à marche. 4,9, hein, donc Bah, écoutez, de toute façon, tout le monde pourra aller voir et effectivement, il y a. justement, je ne spoil pas le nombre d'avis, mais je dis juste que j'ai une note à 4,9. Voilà. Ce qui, en termes d'Airbnb, est pas mal aussi. C'est Les clair, bonnes notes sont entre 4,8 et 5, donc voilà. c'est clair, c'est Moi, clair. je connais un petit peu hein, quand même. Hein. Ok, ok. Ok, donc on a parlé de cette loi Lemer, les points les plus impactants pour les conciergeries. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être revenir un tout petit peu sur la partie TVA? Ouais. Il y a eu des changements et bah, de toute façon, tu le sais, on entend un peu tout et n'importe quoi, tu l'as déjà dit, sur Internet par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais nous aider à clarifier un peu le sujet ou en tout cas, toujours pareil, un petit peu le point ou les 2 points les plus importants par rapport à ça? Alors, la TVA, c'est juste énorme. On a passé au moins 1 heure sur la TVA hier dans mon coaching commun du droit d'investir, avec des questions auxquelles j'avais même jamais pensé encore. D'accord? Évidemment, toutes ces questions, pour l'instant, n'ont pas de réponse. Et c'est un expert comptable qui me posait les questions. J'adore, moi j'adore. C'est un expert comptable qui a dit: «Ah ouais, mais ça va avoir telle conséquence et telle conséquence et alors qu'est-ce qu'on va faire?» J'ai dit: «Bah, je sais pas moi, écrivez à l'administration pour leur demander». Ouais, Donc, pour revenir quand même sur la TVA, bouleversement majeur hein, cet été, le 7 août 2024, puisque le Bercy modifie les critères de la para-hôtellerie. Bon, alors, c'est un petit peu laborieux, écoutez bien, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué à comprendre. Quand vous faites de la location meublée en courte durée, par défaut, vous êtes un loueur meublé en nom propre, hein, je prends le cas du nom propre, et vous avez une activité civile. Alors je sais que ça a fait discussion pendant de nombreuses années, mais la location meublée en courte durée est civile.
arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024, que j'ai commenté également dans le droit d'investir. Mais ça faisait 2 ans que vous pouviez aller voir sur ma chaîne une vidéo YouTube que j'avais fait avec un ami et qui disait clairement pourquoi c'était une activité civile. Donc, la Cour de cassation nous confirme ça en début d'année. Moi, je suis content. Enfin, j'ai un arrêt qui dit exactement ce que je dis depuis 2 ans. Bon, très bien. Ce qui prouve que j'ai correctement interprété les autres décisions antérieures. Et là, je me dis, OK, mais pourquoi on dit ça? Parce que la fiscalité commerciale, BIC, bénéfices industriels et commerciaux, mais l'activité civile. Et l'arrêt de la Cour de cassation nous dit, sauf para-hôtellerie. OK, alors c'est quoi la para-hôtellerie? C'est quand vous fournissez, en faisant de la location courte durée, des services complémentaires. Et les 4 services de la para-hôtellerie, c'est l'accueil personnalisé du client. Laissez tomber, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est toujours rempli comme critère. Même si c'est une boîte à clés, on considère que c'est de l'accueil personnalisé. La fourniture du linge de maison, le ménage et le petit déjeuner. OK. Le tout dans des conditions similaires à celles d'un hôtelier. Donc, avant le 7 août 2024, pour le ménage, il fallait que ça soit le ménage fait pendant le cours du séjour de vos locataires en courte durée. Donc, si la conciergerie était amenée à aller faire le ménage au bout d'une semaine parce que les gens étaient là 15 jours, oui, c'était, hop, on coche le critère du ménage en para-hôtellerie. Le linge, on fournit quasiment systématiquement du linge. Une fois, je suis allé à La Rochelle, j'ai dû payer 20 € en plus pour avoir le linge. J'étais un peu surpris, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas bon comme pratique. Je reste 2 jours. Si je pars une semaine au ski, OK, peut-être que je vais emmener mon linge parce que traditionnellement, dans les stations de montagne, on peut aller louer à l'agence immobilière le linge ou venir avec son linge, OK. Mais pour 2 jours à La Rochelle, ça me paraissait évident que je n'allais pas emmener mes draps. Mais bon, OK, pourquoi pas. Et donc, là, c'était le changement de linge pendant le cours du séjour des occupants. Donc, la plupart du temps, on ne remplit pas ce critère non plus. Et le petit déjeuner, on le remplit quasiment jamais. C'est la fourniture du petit déjeuner dans des conditions similaires à celles d'un para-hôtelier. Donc, typiquement, ça va être une salle commune avec un buffet, etc., etc. Si vous laissez des biscottes dans l'armoire et une bouteille de lait dans le frigo, ce n'est pas la fourniture du petit déjeuner dans des conditions similaires à celles d'un para-hôtelier. Donc, typiquement, avant la modification du 7 août, vous remplissiez un critère sur 4 et il faut en remplir 3 sur 4 pour passer en para-hôtelier. OK? Modification du BOFIP, oui, dis-moi. Juste du coup, pour bien clarifier ça, il s'agit de l'éligibilité à la TVA du propriétaire. C'est juste pour qu'on soit bien clair. On parle pour l'instant de l'éligibilité à la TVA du propriétaire, puisque pour les conciergeries, d'une part, j'ai tendance à recommander une conciergerie qui débute de s'assujettir à la TVA tout de suite, pour éviter de devoir dire à ses clients plus tard, ah, au fait, je vous mets 20% de plus parce que je viens de passer à la TVA à cause de mon chiffre d'affaires. Exactement. Et les propriétaires, ils l'ont un peu en travers, d'accord? Donc, il vaut mieux faire ça. Et puis, en plus, si vous décidez d'opter pour la TVA, vous allez aussi la récupérer sur vos propres achats. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut, quand on crée sa société de conciergerie, être ambitieux et dire, OK, moi, je vais faire tellement de chiffres que de toute façon, je serai à la TVA. Et puis, pour mes clients, ça sera clair et je vais être mieux au niveau de ma politique tarifaire dès le départ, évidemment. Ouais, tout à fait. Les gens qui font ça hors taxe et qui eux-mêmes n'avaient pas prévu qu'ils allaient devoir facturer 10% de plus en nuitée aux clients, peut-être qu'ils auront moins de clients, que ça déséquilibre, etc. Bon, bref. Enfin, 20% pour la conciergerie et 10% pour le loueur. Bon, revenons à notre propriétaire loueur. Avec le changement des critères du BOFIP, désormais, le critère de la fourniture du linge est coché si c'est pour des séjours de moins d'une semaine. Et évidemment, si quelqu'un vient là 3 jours, vous n'allez pas lui laisser le linge de l'occupant précédent. Donc, si vous changez le linge au bout de 3 jours, maintenant, vous cochez le critère changement de linge. Fourniture du linge de maison. OK, 2 sur 3. Ménage, pareil. Pour les séjours de moins d'une semaine, le critère sera considéré comme rempli, etc. Ils ont modifié en mettant une remarque. D'accord? Une remarque. C'est dire quand même le niveau de byzantinisme de l'administration. Et donc, au bout de 3 jours, vous allez faire le ménage. Forcément, entre deux occupants, vous faites le ménage. Vous cochez le critère et bing, vous êtes à 3. Donc, vous passez en para-hôtelier maintenant. Et c'est l'immense majorité des loueurs en courte durée qui va passer en para-hôtelier, évidemment. C'est ce passage en para-hôtellerie
qui va entraîner l'assujettissement du propriétaire-loueur à la TVA. Donc, c'est pas tout le monde est à la TVA parce que la loi le décide, c'est un effet direct du passage en para-hôtellerie qui lui-même découle de la modification des critères. Vous voyez l'enchaînement des choses, modification des critères, para-hôtellerie, TVA. Alors, ça a d'autres conséquences, la para-hôtellerie. Même si j'aimerais croire que la para-hôtellerie peut être considérée comme une activité civile, je ne me voile pas la face, je pense que c'est une activité commerciale, puisque c'est plus de la location meublée, c'est de l'hébergement. C'est des prestations de services d'hébergement. D'accord? Donc, il va y avoir plein d'autres conséquences. Mais sur la TVA, toujours, on peut se prendre la tête maintenant, ça va entraîner plein de questions. Parce que si sur un logement, je fais que des séjours supérieurs à une semaine, est-ce que j'ai de la TVA parce que je suis en para-hôtelier ou est-ce que c'est appartement par appartement en fonction des durées de séjour? Et si j'ai des séjours de 3 jours, j'applique la TVA à ce moment-là, mais si ensuite j'ai un séjour de 15 jours, j'applique pas de TVA sur le séjour? Bonjour le bazar. Là, pour l'instant, je ne sais pas tout ça. Avec plein d'autres questions en cas de revente, en cas de chiffre d'affaires global pour l'expert comptable, composé par des locations meublées à l'année non concernées par la TVA et des locations courte durée concernées par la TVA. Je calcule la TVA comment? L'expert comptable, je ne sais pas tout ça. Personne ne sait rien là-dessus. D'accord? Alors, dans le droit d'investir, j'ai fait un épisode spécial là-dessus et j'ai mis en ressources complémentaires une demande de rescrit qui a été faite par un de mes contacts à l'administration fiscale. C'est quoi un rescrit? C'est vous prenez votre plus belle plume, vous rédigez une lettre de 2 pages en disant ben voilà, moi je fais ça, ça et ça. Par rapport à la modification du BOFIP du 7 août, etc., que se passe-t-il? Si. Et l'administration va vous réécrire. Ça s'appelle une demande de rescrit fiscal. Et ce que va vous répondre l'administration va lui être opposable. OK. Par contre, vous aurez aussi la réponse de l'administration à la lettre de mon contact et vous apercevrez que l'administration n'a pas répondu à toutes les questions. Pas de chance. Parce qu'à mon avis, eux-mêmes ne savent pas comment ça va fonctionner, tout simplement. En fait, les gens qui font ce genre de choses ne pensent pas aux conséquences. C'est comme la réforme de la fiscalité. Ils ne font pas d'études d'impact. Donc, ils prennent des grands principes histoire de balancer un truc, mais comme ils n'ont pas fait d'études d'impact, ils ne se rendent pas compte de ce que j'appelle les effets de bord. Ça, c'est un de mes grands mots, les effets de bord. C'est quoi les effets de bord dans l'immobilier? C'est quand on prend une mesure en pensant qu'elle va avoir tel effet, et qu'on ne se rend pas compte que comme tout est complexe et imbriqué, elle va avoir plein d'autres effets secondaires qui vont venir contrecarrer l'effet principal. Ouais. Et ça, c'est juste énorme dans le droit et particulièrement dans l'immobilier. Il y a des tonnes d'effets de bord. Je vous donne un exemple concret. Après, on revient à notre TVA pour débroussailler le terrain. Exemple concret. Il y a quelques années, quelqu'un de bien intentionné dit « Ah, pour les jeunes qui veulent se loger, parfois, ils ne peuvent pas avoir la caution de leurs parents. » D'accord? Donc, le père ou la mère ou les deux se portent caution du paiement du loyer à la place du jeune. OK? Si le jeune ne paye pas, ses parents paieront à sa place. Et les gens avaient pris l'habitude de réclamer en même temps que la caution des parents une garantie loyer impayé. Et un responsable politique bien intentionné a dit la chose suivante, oui, mais pour les jeunes qui n'ont pas des parents qui ont des moyens de se porter caution, c'est désavantageux. Donc, on va interdire de demander à la fois la garantie loyer impayé et la caution. Il faudra choisir. OK, ça partait d'une bonne intention, puisque quand on n'a pas les parents qui peuvent se porter caution, on demande la garantie loyer impayé. Le problème étant que les garanties loyer impayé, eux, ils étaient conscients ils étaient contents d'avoir une garantie parce qu'ils payent en premier ressort, mais ensuite, ils se retournent contre l'occupant et les cautions. Conséquence, effet de bord indirect, les assureurs garantis loyer impayé ont augmenté le niveau d'exigence des revenus des locataires qui déjà avaient des difficultés pour pouvoir fournir la garantie loyer impayé. Et donc, les propriétaires ont sélectionné encore plus durement les locataires pour pouvoir répondre aux exigences des garanties loyer impayé qui ne pouvaient plus être réassurées par les cautions. Ah bah ouais, les gars, ils n'ont pas pensé à ça. Ouais, du coup, on tape à côté. Ouais. Du coup, effet inverse, plus de difficultés pour les gens modestes d'arriver à se loger. Ouais, tout à fait. Ça partait d'une bonne intention, mais c'est complètement à côté. Bon, bah, c'est ce qui va se passer là avec tout un tas de mesures qui ont été prises parce qu'il n'y a pas d'étude d'impact. C'est pris dans la précipitation et la panique pour faire plaisir à une certaine catégorie de population.
D'accord? Et en réalité, tout ça va lamentablement, au moins en partie, échouer. Ouais. D'accord? Pour la TVA, bah, pour les gens qui vont passer en para-hôtellerie, les loueurs en courte durée qui passeront en para-hôtellerie, normalement, ils auront 10% de TVA appliqué sur le prix des nuitées, mais en réalité, il y a un seuil de franchise de TVA qui est actuellement à 91 900 euros. Donc, si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur, vous êtes en franchise de TVA. Vous êtes assujetti, mais vous n'avez ni à la facturer ni à la déduire. Évidemment, si vous ne facturez pas la TVA, vous ne pouvez pas la déduire. Ce qui est une opportunité pour certains loueurs, paradoxalement, qui ont beaucoup de charges et qui vont pouvoir, puisqu'ils la facturent, la récupérer sur leurs propres achats ou prestations qu'ils payent. C'est ce que j'allais dire, parce que pour arriver déjà à 91 000, bon, c'est pas celui qui loue aux 120 jours de résidence principale, quoi. Donc, Exactement. Donc, ça ne changera rien, la TVA, pour les petits loueurs. ouais, c'est ça. Pour les petits loueurs, grosso modo, pas de changement. Exactement. Si on dépasse le seuil, on est plutôt face à priori, plutôt un investisseur, a priori. Exactement. Et donc, il a déjà potentiellement un certain nombre de charges en TVA qui est en stock. Des charges de prestations de services de conciergerie qui sont facturées avec 1% de TVA. Donc, lui, il va facturer 10% de TVA sur le prix des nuitées, mais il va récupérer 20% de TVA sur les prestations de conciergerie. Et c'est ça. Et il n'y a pas que la conciergerie qui a 20%, il y a les frais de plateforme, il y a les frais de ménage, il y a, je vais aller super loin peut-être, mais l'assurance, il y a tout un tas de choses. la consommation électrique, alors pas l'abonnement, parce que je crois que c'est 5,5, mais voilà, le kilowattheure, il est à 20%. Enfin bref, il y a énorme. Les travaux, certains travaux sont à 20% aussi. Ouais, et les travaux, ouais. Donc, voilà. Non, mais ça peut être, pour certaines personnes, c'est une réelle opportunité en réalité. Et je pense que du coup, tu vas me dire ce que tu en penses par rapport à ça. Je pense que ça renforce le lien des conciergeries avec les investisseurs. Parce qu'en fait, certes, avec les travaux, il y a beaucoup de TVA, d'accord. Mais pour ceux qui ont peut-être un peu moins de travaux et qui comptent un peu plus sur leurs charges plus courantes, le fait d'avoir une conciergerie, parce que déjà ça les aide, ils en ont besoin, ils ne peuvent pas être dans les logements, donc ils ont besoin de déléguer. Le fait d'avoir une conciergerie qui, elle, va facturer 20% de TVA, va les soulager de ces fameux 10% de TVA qu'ils ont à aller collecter. Au moins en partie, oui, au moins en partie. Ouais. Donc je pense que ça renforce un peu ce lien-là. Alors, il va y avoir plein d'incidences qu'on ne voit pas actuellement. Hier, on a eu plein de discussions sur les conséquences de la TVA, les modes de calcul, etc. Donc, c'était extrêmement intéressant, mais il en est ressorti surtout que nous avions pour l'instant beaucoup de questions sans réponse. Voilà. Et comme je l'ai dit, j'ai fait un épisode spécial et il y a des ressources dans le podcast. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très utile pour les loueurs, pour les concierges, etc. Parce que sur ce genre de questions, vous avez la ressource à disposition. Et idem, à un moment, tu as dû en entendre parler, c'était la grande mode de la SACEM qui réclamait de l'argent aux loueurs en courte durée. Oui. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ce thème. Dans le droit d'investir, vous avez le modèle de lettre à envoyer à la SACEM pour dire « je ne vous paierai pas et voilà pourquoi ». Ouais, top, ça c'est génial ça. Voilà, c'est du pratique. Moi, je veux aider les gens concrètement. Je ne suis pas là pour faire de la théorie. L'article 153 bis du Code général des impôts vous dit que, et donc peut-être ben que, mais peut-être ben que. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis loueur aussi, donc je veux savoir ce qui se passe en pratique. Ouais, tout à fait. Ok, c'est top. C'est top. Ok. TVA, gros changement sur la para-hôtellerie, mais pas de bouleversement finalement. TVA, ça va impacter les gens, mais ce n'est pas le plus impactant. Il y a d'autres conséquences juridiques de la para-hôtellerie. Ouais, ok, ça marche. Juste pour revenir, peut-être, on a oublié peut-être un petit point, mais c'est vrai que ça ne concerne pas directement les conciergeries, mais sur la loi Le Maire, il y avait aussi un point sur les copropriétés, de mémoire. Alors, je ne sais pas si tu voulais l'aborder. J'en ai parlé rapidement, c'est la modification de la loi de 65 sur les règles de vote pour interdire les locations courte durée. Mais Oui, bon, je ne sais pas ce que ça va devenir. Je ne suis pas sûr que ça soit constitutionnel. Mais il y a encore plein d'autres points. La preuve de l'usage au 1er janvier 1970. Bref, voilà, éventuellement des restrictions sur les permis de construire. Enfin, il y a pas mal de choses. Et ça concerne beaucoup plus, en fait, les loueurs que les conciergeries. Ouais, ok. Et top, parce qu'on a quand même pas mal débroussaillé le sujet, même si je pense qu'on pourrait prendre chaque point et faire 2 heures de live sur ça, mais bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je pense que déjà, on y voit quand même beaucoup plus clair pour nous en tant que conciergerie
déjà. Et puis, bon, avec les ressources que tu nous mets à disposition, je pense qu'il y a largement de quoi nous aider. Alors, juste avant de passer peut-être au dernier point, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, on mettra probablement tous les liens Mhm. vers tes services juste sous la vidéo. Donc, on a Bien sûr. parlé du podcast. Le podcast, c'est le droit d'investir, www.ledroitdinvestir.com. C'est pareil, hein, Google, là, pour la recherche, vous tapez le droit d'investir et vous allez, il commence à être bien référencé. Il y a mon cabinet d'avocat, mais c'est cabinet-boujard.com. Vous pouvez me contacter facilement par les réseaux sociaux, Instagram, Messenger, LinkedIn. Je suis très présent sur les réseaux. C'est aussi, moi j'aime bien, hein, je le dis franchement, j'aime bien pouvoir m'exprimer, dire ce que je pense, essayer de changer les mentalités. Je veux être aussi un chef d'entreprise à impact. D'accord, c'est un mot qui est à la mode, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment aider les gens à s'élever, à gagner de l'argent, à améliorer leurs conditions. Et pas par forcément ce qu'on appelle la rente, même si j'ai rien contre la rente immobilière. Pour moi, c'est pas un gros mot. En réalité, il n'y a pas de rente. Les rentiers, c'est ceux qui ont des fortunes et qui sont au bord de la plage à siroter des cocktails. C'est ça un rentier pour moi. Quelqu'un qui investit dans l'immo, c'est pas un rentier. Mais les concierges, c'est du boulot aussi. Et donc, je veux vraiment aider les gens comme ça. Et ensuite, j'aurai de l'impact avec la planète. Et ça, c'est un projet que j'ai qui est couplé au droit d'investir, dont je reparlerai dans quelques temps. C'est un projet plus écologique. Voilà. Et ça, c'est un truc, waouh, ça me plaît, l'idée me plaît. Voilà, les réseaux sociaux, très facile de me joindre et on vous mettra tous les liens, bien évidemment. Parfait, on mettra ça sous la vidéo, aucun problème. Eh bien, écoute, comme la fin approche, on va passer à la dernière séquence, qui est la séquence du quiz. Donc, je rappelle, pour ceux qui nous suivent, donc le quiz, c'est voilà, une petite séquence de quelques questions que je vais te poser assez rapidement et tu pourras me répondre, donc, pareil, assez rapidement en une phrase. Bon, après, il peut y avoir des questions qui me viennent au moment où tu donnes ta réponse, forcément, donc ça se Pas peut de qu'on problème. un petit peu. Mais voilà, le principe, c'est qu'on puisse voilà, enchaîner un petit peu ces questions-là et, on est parti donc pour ça. Donc on passe sur le quiz. Alors, première question, tu en as déjà parlé, mais je pense que c'est bien qu'on mette un point final à ça. Quelle est la plus grande force de tes services? La plus grande force de mes services, c'est l'aspect concret et pratique. C'est-à-dire que je m'engage et quand on prend un rendez-vous de conseil avec moi, à la fin du rendez-vous, on a des conseils concrets de ma part. Faites ça, vendez ça, investissez comme ça, achetez comme ça. Et on sait pourquoi on va le faire et à quel résultat on va aboutir. Donc voilà, je suis dans l'opérationnel. Ok. Et, quelle est ta plus grande fierté depuis que tu as créé tes services? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir intégré un mastermind pour entrepreneurs internet, le mastermind de Maxence Rigotier. Et non seulement j'ai fait le mastermind, mais en plus, maintenant, je fais partie quelque part des piliers, puisque je suis l'avocat intégré dans le mastermind avec lequel les membres nouveaux du mastermind ont rendez-vous sur leurs questions société et investissement immobilier. Donc là-dessus, un grand coup de chapeau à Maxence Rigotier qui a le meilleur mastermind opérationnel business Internet pour moi. Ok, ok, top. Un objectif ambitieux pour les prochaines années? OK, l'objectif ambitieux, c'était 1000 abonnés à la fin de l'année 2024. Je ne pense pas l'atteindre, mais ensuite, 10 000 abonnés fin 2025 et 100 000 fin 2026. Voilà. Ah oui, donc quelque chose d'assez exponentiel, quoi. 10X, c'est mon modèle, c'est Grant Cardone, l'investisseur immobilier américain. Grant Ouais, Cardone, moi, ouais. c'est mon modèle. Le mec, à 25 ans, il était drogué, il a failli mourir étouffé dans son vomi. Et à plus de 60 ans, il a un fonds d'investissement de 4 milliards de dollars. Ouais, ouais, ouais. Voilà. J'aime bien Tout en est plus cette façon de possible. raisonner. J'aime bien cette façon de raisonner le x10. Et lui, c'est 10X. Voilà, on multiplie par 10. Ouais, Donc voilà. très bien. Et du coup, ça fera le lien avec la question qui arrive juste derrière. C'était est-ce que tu as un livre ou une ressource à recommander? Donc du coup, ouais. Évidemment, évidemment. C'est le livre de Grant Cardone. D'accord. En fait, j'ai deux livres. Le livre de Grant Cardone, Be Obsessed or Be Average. En français, ils ont traduit ça par quand obsession rime avec passion. Allez lire ce livre, ça va vous exploser le cerveau, littéralement. Vous êtes ambitieux ou vous voulez devenir ambitieux, lisez son livre. Évidemment, en anglais, c'est Be Obsessed or Be Average. Donc, soyez obsédé par votre business ou restez moyen, quoi. Qui a envie de rester moyen ici? Personne, hein. Ouais, c'est clair. Je veux dire, on n'a pas envie de rester moyen. Et le deuxième livre, qui est un indispensable, c'est tout simplement Comment se faire des amis de Dale Carnegie.
c'est un manuel de relations humaines et c'est pas du tout pour vous faire des potes, hein, c'est pour vivre correctement avec avec vos congénères, hein. C'est un manuel de relations humaines. Si vous n'avez pas lu ce livre, vous avez plus de 50 ans, vous n'avez pas lu Comment se faire des amis, vous avez raté votre vie. Ouais, tout à fait. Ça fait partie ouais, c'est les basiques. Là, c'est les basiques à avoir lu effectivement et je recommande aussi. Ouais. Ouais. Ok. Allez, on va passer plus sur la partie locative. Une question que j'aime bien. Plutôt Airbnb ou plutôt Booking? Euh, En tant que loueur, je m'en fous parce que c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai 2 conciergeries, donc merci. En tant que voyageur, Airbnb. Ok. Et j'adore Airbnb pour le concept. C'est chez eux qu'on voit le plus de logements atypiques comme les Love Rooms. Donc moi, tout ce qui est logement atypique, Jungle Room, Love Room, Room Manga, je suis allé dans un logement Pac-Man, bah, c'est Airbnb, hein, clairement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Allez, des questions un petit peu plus personnelles. Quelle est ta potion magique, ce qui te renforce au quotidien? Alors, ça, c'est un truc sur lequel j'ai été amené à m'interroger depuis maintenant de longs mois, depuis 1 an. Et en fait, il a fallu que je décortique mon process. Alors, je me suis fait coacher pour ça. Donc, en gros, moi, je veux être heureux tout en haut. En dessous, il y a le process simplicité, organisation, etc. Et ce qui me motive, c'est l'amour. D'accord. Voilà la potion magique. Donc, tout ça, c'est fait par amour. Ok, ça marche. À l'inverse, quelle est ta kryptonite, ce qui t'affaiblit? Ce qui m'affaiblit, c'est la complexité. Voilà. Par exemple, pour le droit d'investir, je me suis fourvoyé. Au départ, c'était hébergé sur une plateforme à laquelle je ne comprenais rien, mais rien de rien. Et c'était foireux. Mes propres clients me disaient, mais on ne comprend pas où on doit aller, on ne sait pas comment faire. C'était une catastrophe. Parce que je trouvais ça compliqué, le côté technique Internet. Ouais. Donc, j'avais des prestataires très sympas, hein, c'est pas le problème, mais je comprenais rien, c'était complexe. Et donc, c'est ma kryptonite. Dès que c'est compliqué, je baisse les bras, ça m'intéresse pas, ça me décourage. Donc, moi, je suis l'apôtre de la simplicité et je l'ai compris en me faisant coacher. Donc, simplification. Depuis que je simplifie, mais c'est facile. Et c'est pour ça que maintenant, je dis, mais il faut faire comme aux États-Unis. Il faut sabrer un tiers, voire la moitié du droit français. Il faut supprimer un tiers, voire la moitié de l'administration. Il faut tout simplifier. Et là, on pourra s'en relever la tête. Ouais. La complexité nous tuera. Ouais, Et ça, c'est ma kryptonite, c'est la complexité. Remplir des CERFA à la con, mais franchement, c'est juste insupportable. Ouais. C'est vrai que je fais une parenthèse aussi. C'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis avec Elon Musk, je pense qu'en Europe, on devrait regarder ça de très près, justement, et voir en fait comment il va faire, qu'est-ce qu'il fait, comment il réussit. Et franchement, on devrait s'en inspirer. Après, c'est mon avis personnel. Moi aussi. Après, on aime le personnage ou on l'aime pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans ses actes et tout ça, voilà. Je pense que Moi, j'aime bien les gens, les journalistes qui le critiquent alors qu'ils n'ont même pas le 20e de son intelligence, quoi. Je suis mort de rire. Les mecs, ils n'ont jamais rien produit, aucune richesse, rien, que dalle. Ah ouais, non, mais quand même, ça va rater. Non, mais vous rêvez, les mecs. Il ambitionne quand même, son ambition, c'est de sauver l'humanité. Je veux dire, il n'y a pas de but plus haut. ouais, c'est vrai. Le journaliste, l'ambition, c'est quoi? C'est d'avoir pondu son papier dans un canard pour vivre? Super. Ça ne me fait pas kiffer. Ok. Allez, je passe aux 2 dernières questions. L'avant-dernière qui est donc, qu'est-ce que c'est que pour toi l'esprit d'accueil et l'hospitalité, puisqu'on s'adresse aux conciergeries aujourd'hui? Bah, c'est d'être sympa avec les gens. Voilà, c'est faciliter le séjour, c'est répondre aux questions si on sait pas. Voilà, c'est une question de rapport humain, quoi. Et c'est être positif. Voilà, moi, il y a plein de trucs qui me font râler, mais plein, c'est insupportable. Et pourtant, je reste positif parce que c'est dans ma nature. Et finalement, ça sert à rien de râler. Il faut agir. Il faut pas râler. Je vois les gens qui critiquent, mais je me dis, mais ils n'ont pas autre chose à faire dans la vie. C'est triste pour eux, quoi. Les gens qui passent leur temps à critiquer sans agir. Parce que si on est dans la critique constructive, c'est très bien de critiquer, ça fait avancer les choses. Si c'est juste pour dire, ouais, mais c'est pas bien, bah ok, et après, bah c'est tout.
Ah ok, d'accord, donc reste dans ton truc de critique. Et donc, l'esprit d'accueil, l'hospitalité, c'est être positif, c'est tout. Ouais. Ok, C'est simple. c'est bien résumé, bien résumé. Et enfin, la dernière question pour clôturer cette interview. Qu'est-ce que c'est pour toi une conciergerie de rêve? Pour moi, la conciergerie de rêve, c'est la conciergerie où déjà je vais être tenu au courant du suivi. Ok, donc je vais avoir un petit tableau de reporting moi tous les mois avec le nombre des nuitées, etc. C'est une conciergerie qui innove et qui me propose des choses. Moi, j'aime bien que les gens me proposent. Voilà, c'est peut-être pas une bonne idée, mais au moins on échange. Donc, quand ma conciergerie elle me dit et si on mettait un boîtier minute dans votre appartement, comme ça, moi, ça m'aide et tout, je dis ah ouais, ok, nickel, faites-le, allez-y, moi je paierai le boîtier minute, c'est pas un problème. Mais super idée, ça va réduire les nuisances, ça va vous faciliter la vie. Donc bah, voilà, super idée. Donc les conciergeries qui innovent, j'adore. Pour moi, elles sont une conciergerie de rêve et celles qui ont un bon service. Si j'ai personne et que j'ai pas d'humain, bah moi j'ai pas envie, comme quand tu sais, quand on appelle un service, appuyer sur la touche dièse, etc. Bah ouais, pas terrible quoi. Donc je veux bien qu'en dehors des heures un peu acceptables, on puisse avoir moins de services. Pourquoi pas un chatbot? Maintenant, les chatbots sont accessibles quasiment à tout le monde, hein. Avec l'IA qui est arrivée, ça va être dingue. Ça nécessiterait un épisode entier, l'IA, par rapport à tous les services. Mais, mais on peut avoir ça, mais au moins, qu'il y ait une FAQ vidéo, par exemple, sur le site de la conciergerie. Ça, c'est une super idée. Les gens se posent plein de questions. Alors, ils lisent, mais ils lisent de moins en moins. Faites une FAQ vidéo. Voilà, recensez toutes vos questions. Faites-le. Dans le droit d'investir, j'avais mis il n'y a pas beaucoup de vidéos dedans, mais j'avais eu comme idée de faire une FAQ vidéo pour les questions les plus fréquemment posées. Bon, je ne l'ai pas tellement étoffé parce que j'ai tellement déjà de contenu qu'après, de toute façon, les gens, je regarde, j'ai les stats hein, de consommation du podcast. Hein. Ouais, ouais. Je veux dire, ils ont tout à portée de clic, ils ne le consomment pas pour certains d'entre eux. Alors, il y a le manque de temps aussi, mais j'ai fait un fichier audio pour que les gens puissent l'écouter dans leur voiture, en faisant le ménage, en faisant le jogging, la cuisine. J'ai quelqu'un qui m'avait dit, je l'adore, une abonnée de longue date qui m'avait dit, moi j'écoute ça dans mon bain, tranquille. Voilà. Mon instant de relaxation, nickel. Alors la formule a évolué depuis le début, hein, mais voilà, moi j'ai fait un fichier audio pour que vous consommiez vraiment les informations que je vous délivre, des informations avec des vrais conseils en plus. Hein. Alors c'est pas du conseil personnalisé. Il y a une chose qui n'est pas faite dans un podcast ou un produit, quel qu'il soit, c'est du conseil personnalisé. Toi, tu fais de l'accompagnement, d'accord? Donc ça c'est OK parce que tu aides vraiment les gens et tu les conseilles. Mais sur le juridique, je ne peux pas faire du conseil personnalisé dans un podcast. Parce que moi, quand je fais un rendez-vous de conseil, j'ai l'âge, la composition du foyer, les ressources, les prêts en cours, ce qu'ils veulent faire, les objectifs, etc. Et on passe 2 heures ensemble. Donc, par contre, il y a des conseils d'ordre global. Voilà, telle loi a été votée. Mon conseil pour ne pas vous retrouver en difficulté, c'est de prendre telle et telle action. Mais ça va être des conseils d'ordre généraux qui vont s'appliquer et être utiles à tout le monde. Donc, allez-y, vous êtes abonné au droit d'investir, consommez-le. C'est clair. Franchement, profitez-en à fond. Téléchargez mes modèles de documents, utilisez-les, venez au coaching commun. Moi, je rêve quand on sera comme Grant Cardone. Hein, quand il fait une vidéo live sur YouTube, il a des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui le suivent. Moi, j'attends que ça. Ok, ok. Eh ben, merci Dimitri d'avoir joué le jeu là, sur toute cette interview parce que voilà, c'est jamais des questions hyper évidentes et tu y as répondu avec grande clarté pour nous. Ça nous apporte vraiment beaucoup pour la communauté. Donc, merci à toi. Et eh bien, on se retrouve du coup sur un prochain épisode. Merci encore à Dimitri et à très bientôt. Merci Henrik pour ton invitation.